BFM Business, BFM Crypto, le club. Voilà, on change de décor, on change d'ambiance, on change d'invité et on va parler de crypto avec nos 3 invités pendant un peu moins d'une demi-heure. Dans un instant, on sera avec Laurent Pignot depuis Zone Bourse et puis on a le plaisir d'accueillir Valentin Demey aujourd'hui, directeur des contenus chez Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Étienne. Et puis on a également avec Karl Toussaint Duvaz, cofondateur de Nest Investissement. Bonjour Karl. Bonjour Étienne. Dans un instant, vous allez répondre aux questions des auditeurs, téléspectateurs et puis aussi des clients de Nest Investissement. Juste avant, on fait un point sur les niveaux techniques à surveiller avec Laurent Pignot. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Petite consolidation également ces dernières heures, ces derniers jours sur les cryptos, un peu comme on peut le voir sur le CAC 40. Quels sont les niveaux à surveiller notamment sur le Bitcoin aujourd'hui ? Et oui, effectivement, le Bitcoin reprend tout de même aujourd'hui des couleurs en reprenant plus de 4% et se rapproche de nouveau doucement vers le seuil psychologique des 30 000 $. D'ailleurs, si le cours du Bitcoin reste au-dessus des 28 500 $ à la clôture mensuelle ce dimanche, ce qui n'est pas encore joué évidemment, eh bien il aura enchaîné 4 mois consécutifs dans le vert, ce qui n'est pas arrivé depuis 2 ans. Il faut remonter en début d'année 2021 pour avoir de telles performances. Mais plus concrètement à court terme, alors on peut noter un afflux d'argent frais sur le réseau Bitcoin. Si on regarde plus précisément le pourcentage de Bitcoin qui ont été acquis au cours des 30 derniers jours par rapport à l'ensemble des Bitcoins en circulation, eh bien ce pourcentage qui correspondait à 6,5% à la mi-mars se retrouve désormais à 11,7%, donc un peu plus d'un mois plus tard, ce qui témoigne finalement d'un retour des capitaux à court terme sur le réseau, et c'est une condition indispensable pour soutenir durablement le cours du Bitcoin. Alors d'un point de vue technique, nous avons tous en tête le dernier plus haut réalisé autour des 30 500, 31 000 $. C'est vraiment la cible à dépasser pour le Bitcoin pour continuer sa belle progression entamée depuis ce début d'année. Et puis dans l'autre sens, le Bitcoin a montré ces derniers jours que la zone des 27 000 $ a été défendue par les acheteurs, comme ce fut le cas finalement fin mars. Il va falloir que le Bitcoin se maintienne au-dessus pour rester dans cette belle dynamique haussière. Et juste pour finir sur le Bitcoin, nous aurons vendredi la publication de l'inflation aux États-Unis, ce qui apportera forcément probablement son lot de volatilité sur les marchés. Et le Bitcoin ne sera pas épargné, ce qui donnera sûrement le ton à la clôture mensuelle ce dimanche. Et en attendant, ça se passe bien donc pour le Bitcoin qui gagne quasiment 5%, qui refranchit la barre des 29 000 $, 29 621 $. Quel potentiel également sur l'Ether, si on veut regarder aujourd'hui l'Ethereum ? Alors sur l'Ether, il suit globalement les traces du leader et revient flirter lui avec les 2 000 $ actuellement, un petit peu en dessous. Tout comme le Bitcoin, techniquement, nous avons tous en tête les précédents sommets autour des 2 100 $ qu'il va falloir dépasser pour rester dans cet élan haussier là aussi. Dans l'autre sens, c'est vraiment le niveau des 1 800 $ qui a fait office de support ces derniers jours. Il va falloir que l'Ether reste au-dessus des 1 800 $ à court terme pour rester là aussi dans cette dynamique haussière. Mais ce sera le Bitcoin, comme d'habitude, qui donnera le là sur le marché. Merci beaucoup Laurent Pignot, analyste technique chez Zone Bourse, et donc un Bitcoin qui gagne du terrain aujourd'hui, avant bien sûr les rendez-vous majeurs que vous venez d'évoquer, les statistiques en fin de semaine aux États-Unis, puis surtout les banquiers centraux la semaine prochaine. On est toujours avec Valentin Demey, directeur des contenus chez Cryptos, et puis Karl Toussaint Duvaz, cofondateur chez netinvestissement.fr. Petite revue de presse, comme on le fait toutes les semaines, Valentin, avec le contenu que l'on peut notamment retrouver sur votre site, Cryptos. Vous avez écrit notamment un article concernant les stablecoins avec Visa, qui confirme son engagement, qui veut s'y mettre. Alors c'est quand même un signal fort, puisque Visa c'est le numéro 1, bien devant Mastercard sur les produits, sur les cartes bancaires. Exactement, et ça fait partie des grands débats qu'on a depuis quelques années, depuis quelques mois, avec des preuves d'amour ou de désamour des géants du paiement envers les crypto-monnaies et envers les différents moyens de paiement. Là en l'occurrence, effectivement on s'intéresse au dire de Visa. Visa qui avait déjà il y a quelques mois fait quelques déclarations d'amour à l'écosystème dans le cadre de plusieurs conférences en justement s'interrogeant sur les ponts qui pourraient exister demain entre les stablecoins et les monnaies fiduciaires et peut-être même demain des monnaies numériques de banque centrale. Ils ont compris Visa, justement en étant ce pont et cet intermédiaire et ces prestataires de paiement et tout ce qu'ils savent faire dans leur boucle depuis toujours avec leur puissance de frappe, que les nouveaux moyens de paiement comme les stablecoins, qui sont ces tokens, ces crypto-monnaies qui suivent le prix d'une monnaie, en l'occurrence c'est le dollar qui est largement majoritaire, 99% des stablecoins suivent le prix du dollar, et ça permet de faire tout simplement des transactions presque instantanées entre deux comptes, entre deux individus, quelle que soit l'heure de la nuit ou le jour de la semaine. Et donc c'est le futur du paiement, et on vient de voir
il y a quelques jours, une annonce publiée sur le site de Visa pour rechercher un ou des profils très particuliers dans ce sens. Cette preuve d'amour que je viens de vous énoncer, qui était le choix d'aller vers le pont entre la monnaie fiduciaire et le stablecoin, a été faite il y a quelques mois. Et donc là, elle s'incarne par des recherches de postes de Visa qui cherchent plusieurs profils techniques qui savent particulièrement développer des applications décentralisées sur la blockchain Ethereum. Tiens donc, une blockchain publique. Très intéressant à noter parce que c'est un grand débat aussi entre les blockchains privées et publiques. Là, ça serait Ethereum. Avoir une bonne compréhension des couches 1 et couches 2 des blockchains, donc layer 1, layer 2, qui servent à aller chercher beaucoup plus de scalabilité, beaucoup plus de transactions par seconde sur ces blockchains. C'est vrai que c'est un frein aujourd'hui de certaines d'entre elles. Donc il faut une compréhension particulière de cette capacité à monter en puissance sur le réseau et à pouvoir traiter des transactions. Ethereum, c'est 12 transactions par seconde à peu près sur la première couche. On sait que Visa, Mastercard, c'est des dizaines de milliers, donc il faudra tendre vers ça, c'est certain. Savoir écrire des smart contracts en Solidity. Solidity, c'est le langage de programmation d'Ethereum. Et enfin, comprendre toutes les améliorations d'Ethereum, comme les dernières ERC, donc tout ce qui permet de mettre à jour le protocole Ethereum et toutes ses spécificités. Donc ça va dans le bon sens, c'est une blockchain publique. Et enfin, Visa incarne la volonté Web3 et le pont qu'il souhaite faire entre les monnaies fiduciaires qu'on connaît, la monnaie scripturale et les stablecoins demain. Ça envoie un message fort quand même, Carl Toussaint Duvaz, parce qu'on parle de Visa. Donc si Visa s'y met, ça veut dire que ça va se déployer après chez différents acteurs et dans des dizaines de pays, parce qu'on parle d'un acteur qui est présent partout aujourd'hui. Ça me fait penser à Kodak, qui était pendant... Enfin, nous, on a connu Kodak à l'époque de l'analogique, enfin du film, et qui est passé à côté complètement de la révolution, de la transformation vers le numérique. Visa, vous l'avez dit Étienne, leader mondial incontesté des transactions bancaires, a bien compris la mutation qui est en train d'être opérée. Et ce que va chercher Visa, c'est à la fois l'utilisation de la technologie, parce que c'est important de le rappeler, derrière, on va parler des stablecoins, mais derrière les stablecoins, il y a d'abord la technologie de la blockchain qui permet l'instantanéité de la transaction, c'est-à-dire ça sort de mon compte et ça arrive directement chez le commerçant tout de suite, à moindre frais. Et puis, l'utilisation de plus en plus importante, même si on n'est encore qu'au début, de ces fameux stablecoins qui deviennent non plus des crypto-actifs, mais des vraies crypto-monnaies, parce que collatéralisés. Et je n'utiliserai plus mon euro, mais mon stablecoin en euros, mon stablecoin en dollars. Donc Visa vient épouser cette mutation. Je trouve que c'est très intelligent de leur part. Plutôt que de s'opposer ou voire de passer carrément à côté, ils sont dans le bain. Je crois d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, mais il y a une question qui est relative à Visa, qui a signé un accord avec un gros acteur. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Oui, et puis il y a aussi des questions par rapport au stablecoin avec l'euro I. C'est un projet pour l'instant, mais c'est un projet qui commence à faire du bruit. Alors, l'euro I n'est pas le prochain, la monnaie numérique de Banque Centrale Européenne. Ça n'a rien à voir. L'euro I, c'est vachement important. C'est le premier stablecoin géré, hébergé et assuré par un acteur européen. Pourquoi ? Parce que les stablecoins en euros, par exemple l'euro C de Circle, est un stablecoin adossé, collatéralisé à une monnaie fiduciaire euro, mais qui est hébergé aux États-Unis. Or là, une société finlandaise qui s'appelle Membrane Finance, agréée par l'autorité de surveillance des marchés financiers finlandais, vient de lancer sur le marché, va lancer sur le marché ce fameux euro I. C'est une première. Ça veut dire qu'on a la garantie, en principe, parce que le passé nous a montré que parfois on ne l'avait pas, mais normalement, parce que régulé, encadré, contrôlé, d'une collatéralisation parfaite, 1 euro fiduciaire contre 1 euro de stablecoin. Et ce qui est important, c'est que ce stablecoin, il est localisé en Europe, géré par Membrane. L'objectif, évidemment, c'est de faciliter l'accès des institutionnels à l'utilisation de ces stablecoins pour que ça devienne, c'est ce qu'on disait juste avant, finalement une habitude de consommation. On utilisera de moins en moins son euro papier ou son numéro classique et on passera vers stablecoin. Membrane Finance en Finlande permet d'aller dans ce sens-là. Et c'est une solution européenne. Européenne, ce qui est vachement important parce que c'est super quand on a un stablecoin qui est collatéralisé, mais il n'est pas dans notre pays, et il n'est pas dans notre juridiction, et il n'est pas dans notre cadre réglementaire. Et le passé nous a montré que, je pense à Terra ou FTX de manière tout à fait indirecte, que quand on n'a pas vraiment le contrôle, on peut le perdre. L'avantage, c'est comme il est régulé par les autorités de contrôle de surveillance des marchés financiers en Finlande, il est tamponné européen, donc il est adoubé pour venir de manière transparente sur le marché européen. C'est une vraie révolution, ça. C'est une vraie révolution, Valentin, aujourd'hui. Parce que c'est vrai que tout est libellé en dollars à chaque fois. On parle tout le temps du dollar parce que voilà, c'est la devise par excellence. Ouais. Ça sera une vraie révolution quand ça sera adopté par le grand public, effectivement. Pour l'instant,
c'est bien plus défavorisé, l'euro est davantage défavorisé dans la crypto et la finance décentralisée qu'il ne l'est dans l'économie traditionnelle. Minoritaire par rapport au dollar, quoi. 99,5% des flux sont échangés en dollars et 99,5% des stablecoins sont libellés en dollars dans l'écosystème des cryptos. Donc effectivement, il faut que ce rapport de force change, mais c'est important qu'il change avec toute la facilité qu'aura l'euro à se déployer, mais surtout la souveraineté qu'on aura de l'avoir sur notre sol. La dimension géographique. D'avoir, effectivement, d'un point de vue géographique, d'avoir les réserves, parce que c'est ça dont on parle quand on parle de collatéralisation, c'est que avoir un euro quel qu'il soit sur la blockchain pour s'assurer qu'il y a un vrai euro le jour où on veut le retirer. Aujourd'hui, les plus importants protocoles fonctionnent de la manière suivante. C'est le cas pour les euros et aussi pour l'USDT, pour l'USDC. C'est qu'il y a un équivalent euro qui sont dans des comptes en banque des sociétés qui les émettent. Donc soit c'est des vrais euros, soit c'est des bons du trésor à court ou moyen ou long terme. Mais en tout cas, on s'assure que si on détruit un euro sur la blockchain ou un dollar sur la blockchain en stablecoin, on puisse récupérer dans les banques un vrai euro ou un vrai dollar. Donc c'est sûr que si on les détruit sur le sol européen, on va le détruire pour la bonne santé de la monnaie et pour s'assurer qu'on le récupère. Si c'est une entité étrangère qui le possède, on pourrait imaginer des attaques économiques bien plus facilement. Donc c'est important que ces initiatives arrivent sur le territoire européen, mais il faut pour ça que derrière, le public français trouve l'intérêt d'utiliser des euros dans la finance décentralisée et dans les crypto-monnaies. Bon, Valentin parlait de souveraineté. La guerre économique entre les États-Unis et l'euro, quand on ne le maîtrise pas, eh ben on le subit. Là, le fait que ce soit géré, hébergé et assuré sur notre sol européen nous permet a priori d'imaginer qu'on va mieux le contrôler. Oui, puis ça peut être de la diversification, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre tous ces actifs en dollars, comme ça permet de mettre une partie en euros, une partie en dollars, de panacher un petit peu. Oui, et puis ça permet pour l'investisseur français qui n'a pas envie de jouer le taux de change de la devise, de rester dans sa monnaie historique de maison, quoi, si je puis dire, l'euro. Parce que c'est vrai que les effets de devise, parfois, ça peut être bénéfique dans un sens, mais là, depuis le début de l'année, c'est l'inverse. En attendant, mon cher Valentin, le marché américain reste le marché directeur, hein, c'est là-bas où tout se passe, avec notamment la Coinbase qui attaque la SEC, hein, c'est le gendarme américain boursier, alors on dit souvent ça, mais bon, c'est pas que la bourse, hein, en justice, et qui lui pose un ultimatum concernant la régulation des crypto-monnaies. On en parle régulièrement sur ce plateau, et donc là, nouveau bras de fer entre la SEC et Coinbase. Nouveau bras de fer, mais cette fois-ci, peut-être que le bras fort change effectivement de camp, puisque ce n'est plus Gary Gensler qui est le président de la SEC qui vient mettre des ultimatums aux plateformes, mais c'est les plateformes, Coinbase en tête, qui lui demandent désormais de répondre clairement à ces accusations, ou en tout cas de donner un cadre clair pour l'industrie. On en a parlé hier sur le plateau avec Ishwe Fati, ça a été toute la semaine dernière la grande messe sur Twitter et le grand partage de voir le président de la SEC complètement paniqué à la question du législateur qui lui demandait: comment vous qualifiez Ethereum? Est-ce que c'est un security? Est-ce que c'est pas un security? Comment est-ce que c'est la CFTC qui s'en occupe? Est-ce que c'est vous à la SEC qui vous en occupez? Et autant Gary Gensler, il sait prendre position sur Twitter, autant face au législateur, il était un petit peu embêté. Il n'a pas su répondre à la question et ça a donc permis à Coinbase de remettre un coup de marteau sur le clou et de les envoyer devant un tribunal pour qu'ils puissent enfin se prononcer sur ce sujet. Gary Gensler souhaite qu'il y ait clairement une position ferme de la part de la SEC sur les cryptos, mais il ne dit pas laquelle. C'est-à-dire que c'est un brouillard monumental. Les plateformes comme Coinbase, qui d'autant plus sont cotées en bourse et donc qui font preuve d'une grande transparence, sont tout à fait déterminés à se mettre en conformité, mais ils ne savent pas à quoi il faut se mettre en conformité. Donc d'ailleurs, il y a quelques jours, quelques semaines, on a appris qu'ils pouvaient commencer à menacer à partir dans d'autres contrées si effectivement les États-Unis ne se manifestaient pas clairement sur où doit aller l'industrie. Et ça a fait réagir un petit peu justement les États-Unis qui ont compris qu'il y avait un enjeu de souveraineté important et que San Francisco n'était peut-être plus la base où tout se faisait. Donc qu'est-ce que dit Coinbase? Maintenant qu'on sait ça, ils disent qu'après des déclarations publiques de la SEC et des activités d'application de la loi dans l'industrie des crypto-monnaies, il semble que l'autorité de la SEC ait décidé de rejeter la pétition et les demandes qu'ils ont fait il y a quelques mois, en juillet dernier. Et cette fois-ci, pour qu'on ait des réponses claires, Coinbase dépose une demande au tribunal afin que la SEC partage pleinement sa décision. On va donc avoir, dans les quelques semaines ou quelques mois qui suivent, Gary Gensler qui va clairement trancher sur est-ce que c'est un security ou pas Ethereum et Bitcoin et comment doivent-ils être encadrés. Et enfin, on n'aura plus ce brouillard permanent autour de cette industrie et de comment doit-elle être régulée.
côté États-Unis. Bon, c'est un long feuilleton quand même, hein, Karl. C'est passionnant parce qu'en l'espace de ces quelques jours, on parle de moins de 3 semaines, c'est ce que tu disais, le rapport s'est complètement inversé. Ce qui est génial aux États-Unis, c'est ce que disait le Congrès justement, tout de suite il y a une orientation très pragmatique sur le business. Malheureusement, je le regrette, c'est un peu moins le cas en Europe, même si finalement on se rend compte que notre cadre réglementaire est plutôt pas mal. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Tout de suite, c'est si on n'encadre pas ça intelligemment aux États-Unis, les États-Unis vont perdre du business, de la croissance, de l'innovation, voire même un leadership. Donc trouvons les solutions intelligentes pour pas flinguer nos acteurs. Coinbase en fait partie. Donc il y a ce pragmatisme économique que j'adore aux États-Unis, qui est de dire ok on régule, ok on encadre, mais allons vite et bien pour pas laisser comme ça nos acteurs dans la panade. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Armstrong, Brian Armstrong, le patron de Coinbase, il dit si vous continuez, moi je pars ailleurs, j'emmène avec moi des centaines de milliers d'emplois, accessoirement des milliards de dollars de business. Et ça, les États-Unis, ils ont une oreille très très pragmatique d'un point de vue business. J'adore ça. Mais ça s'est fait en quelques temps. Et je pense que c'est une des raisons du retournement. C'est très court terme, évidemment, parce que tout ça bouge tous les jours, mais je pense que c'est une des raisons du retournement du marché, là. Le fait que le Bitcoin est bien repris depuis quelques jours, je pense qu'il est lié indirectement à cette inversion de rapport de force entre les acteurs. Moi, je pense que tout d'un coup, on se dit, attends, il y a une prise de conscience du marché américain, qu'on régule, oui, mais on doit le faire de manière intelligente pour pas tuer le business. Parce qu'à un moment donné, on se disait, les États-Unis veulent tuer le marché des crypto-monnaies. Il y a des enjeux importants, évidemment. Et puis ils se disent, attends, non, on ne peut pas lutter contre l'innovation, on ne peut pas aller contre ça, épousons-la. Mais donnons un cadre clair, c'est ce que disait Valentin. Et comme là, cette information avec Gary Gensler date de quelques jours, je me dis peut-être qu'il y a un petit effet pump sur le marché. Valentin, vous avez l'air plus sceptique. Ouais, je ne sais pas si effectivement il y a un effet pump directement lié à ça. Bon, on voit les banques qui commencent de nouveau à vaciller pour certaines. Là, à très court terme, je pense que c'est aussi ça le narratif. Et puis c'est le rebond classique. Je ne suis pas sûr que le marché ait réussi à comprendre, à traduire à la hausse ce bras de fer qui est encore sous les radars. Et encore une fois, c'était le combat personnel, a priori, d'une des entités de régulation, effectivement, qui dure depuis un certain temps. Et bon, maintenant, même si, d'une certaine manière, le bras de fer va changer de position, on ne sait pas qui posera la main en premier sur le côté de la table. Donc, je ne sais pas si le marché a déjà traduit ça, mais c'est très intéressant de voir que les États-Unis sont en faiblesse désormais, mais c'est compréhensible. C'est une industrie qui va bouleverser beaucoup l'économie. C'est ce qu'on a déjà dit sur ce plateau. Au moins, cette fois-ci, l'Europe a un cadre clair. La France, en tout cas, demain l'Europe avec MiCA, Market in Crypto Asset et le règlement européen. On n'a pas les milliards des États-Unis, mais on aura une clarté. Peut-être qu'à force de faire ces mauvais mouvements, les milliards viendront et qu'avec la clarté, on aura une avance. Mais c'est sûr que les GAFAM sont davantage menacés. Et quand on a des dizaines de milliers d'emplois qui sont mis à la porte, il y a effectivement un lobbying qui s'installe et peut-être des positions qui sont un peu plus difficiles à percevoir. Et les Anglais, qui pointent leur drapeau et qui disent « Viens nous voir, mon coco, nous on t'accueille avec plaisir ». Donc j'aime bien aussi cette concurrence mondiale, parce qu'il y a des intérêts économiques importants, voire colossaux, et les pays se dire « Attendez, si les États-Unis font n'importe quoi, nous on vous accueille bien volontiers ». Donc ça va aussi pousser les États-Unis à se dire « Attends, on va pas laisser passer ». Nous on a eu l'intelligence de rater Internet avec brio, parce qu'on a une spécialité en France, c'est qu'on passe systématiquement à côté de l'innovation. Là, je me rends compte que finalement c'est plutôt bien. Les États-Unis ne laissent pas passer l'innovation. C'est un peu comme en fiscalité au final. Il y a une compétition mondiale où chacun y va avec des règles pour attirer les capitaux, pour attirer les sièges. Il nous reste un peu moins de 7 minutes là, ça passe très vite. Valentin, Karl, répondre peut-être aux questions que vous recevez. Karl, pas mal de questions par rapport aux cryptos, puisque Net Investissement, vous êtes présent là-dessus, mais pas seulement, sur plein de classes d'actifs. Alors commençons avec la question notamment de Théo, qui nous dit, j'ai entendu parler de Bicasso, l'IA de Binance, mais à quoi ça sert ? C'est très d'actualité. Bicasso, c'est la rencontre improbable entre Binance, donc la première plateforme mondiale que tout le monde connaît maintenant, et Picasso. Alors c'est une rencontre philosophique évidemment. Binance a lancé le 1er mars un outil d'intelligence artificielle, donc un OpenAI-like, un Midjourney-like, en gros offrant la possibilité aux utilisateurs de Binance de créer leurs propres images numériques, donc sous la forme d'un avatar, une photo qu'on se fait pour son réseau social, etc., et de le convertir en NFT. Voilà. Donc, bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais ce qui est intéressant, c'est on voit l'intelligence artificielle arriver sur le marché des crypto-monnaies, des outils technologiques qui permettent à un utilisateur de fabriquer des contenus numériques sous forme d'images ou de visuels ou de photos, et d'en faire un NFT. Et en l'espace de quelques heures, il y a eu plus de 10 000 NFT qui ont été faits sur le site de Binance. Donc,
pour répondre à la question de Théo, Bicasso, c'est la rencontre entre Binance et Picasso. En gros, Binance propose un outil d'IA pour fabriquer du visuel et peut-être demain le donner ou le vendre. C'est un sacré coup marketing quand même, Valentin Demey. Oui, c'est résumé comme ça, effectivement. Oui, c'est du marketing. Mais c'est très bien parce qu'effectivement, ça donne aussi une certaine dynamique au NFT. Le marché des NFT, c'est un petit peu cassé la figure parce qu'en même temps, on ne sait pas trop comment faire. Là, c'est un peu la force de Binance de rendre les choses un peu faciles et grand public. Ils l'avaient fait d'une certaine manière avec leur plateforme d'échange. Ils le font de nouveau avec des NFT. Est-ce que ça va changer la face du monde? Non. Est-ce que ça fait un petit coup intéressant? Est-ce que ça apprend aux gens comment créer des NFT? Et surtout, ça met dans la main de tous l'intelligence artificielle. On connaît tous ChatGPT. On connaît moins Midjourney qui est son équivalent pour créer des images. On combine les deux points intéressants du moment. Et effectivement, quand les plateformes permettront de vendre tous ces objets d'art et que ça reprendra un petit peu de bon sens, oui, ça sera intéressant. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se sont précipités sur la plateforme, mais c'était assez fort l'engouement qui a été créé autour de Bicasso et de l'alliance. Alors oui, avec Picasso et Binance, mais aussi de l'alliance entre l'intelligence artificielle et les NFT, qui sont les deux mots un peu du moment que personne ne s'est marié. Ils l'ont fait a priori à merveille. Mais n'oublions pas que c'est ce que tu disais, Valentin, pour que ce soit adopté, ce qu'on appelle mainstream, mass market, il faut des outils de vulgarisation, des outils facilitateurs. Et je peux vous dire qu'il y a 1 an ou 2, fabriquer votre NFT et le mettre sur OpenSea, c'était pas à la portée de tout le monde. Binance, travaille à essayer de rencontrer l'IA et la crypto. Bon, voilà, en tout cas, Théo, vous avez une réponse à votre question. Autre question de Nadège sur la carte bancaire de Ledger. On parle souvent de Ledger, pépite française. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle idée, plutôt, cette carte qu'a créée Ledger? Valentin parlait de Visa. Accord entre Visa et Ledger via la blockchain Ethereum. Elle n'est évidemment pas encore disponible en Europe, mais elle va arriver. En gros, de plus en plus de personnes utilisent des cold wallets comme Ledger pour sécuriser leur crypto-monnaie. Je les ai, c'est bien. Comment je fais pour les utiliser? Je fais un pont par le terminal Visa, par la technologie Visa et par la blockchain Ethereum. Vous allez pouvoir dépenser vos crypto-monnaies qui sont sur votre Ledger avec votre carte Visa acceptée dans plus d'1 million de commerçants en France et partout dans le monde. N'oubliez pas de déclarer vos plus-values. Attention, n'oubliez pas de déclarer vos plus-values. Mais typiquement, j'ai un peu de stablecoin sur mon Ledger. Je peux venir créditer ma carte, qui ne sera pas une carte de crédit, mais c'est ce qu'on appelle une carte de débit. Donc vous mettez 1 000 €, vous pouvez dépenser 1 000 € et vous avez 2% de cashback. C'est ça qui est intéressant parce que l'avantage de cette finance décentralisée, c'est que les acteurs qui y participent sont rémunérés pour leur apport financier ou technologique ou le minage, etc. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs. Hier, on était avec Bistack. D'ailleurs, si vous avez loupé l'interview, vous la retrouvez en replay. On était avec vous, notamment Valentin, qui met comme ça des solutions pour utiliser très facilement ces cryptos, mais pas seulement. Alors pour le coup, Bistack, c'est un peu différent. C'est surtout de l'inverse. C'est-à-dire que vous avez votre carte bancaire, vous dépensez de l'argent dans un supermarché et ils vont arrondir à l'euro supérieur votre dépense pour vous faire acheter passivement du Bitcoin. Là, on est justement sur j'ai du Bitcoin ou du stablecoin, je veux le dépenser. Est-ce que je peux acheter une voiture ou mon pain au chocolat avec du Bitcoin et un QR code? Oui, c'est certain. Est-ce que je peux le dépenser avec une carte Visa? Oui, chez tout le monde. Mais après, c'est une vraie question philosophique. Est-ce que des crypto-monnaies comme Bitcoin doivent être dépensées ou doivent être gardées comme l'or sur le long terme? C'est un débat philosophique qui est éternel depuis la création de Bitcoin en 2008-2009. Mais en tout cas, c'est vrai que les solutions de paiement, on dit souvent Bitcoin n'est pas un instrument de paiement. Ça s'écarte de plus en plus de cette théorie grâce à ces sujets-là. Maintenant, effectivement, Karl l'a très bien souligné. Attention à la déclaration des impôts, parce que vous allez avoir des centaines de lignes à déclarer, parce qu'à chaque session, il faut faire une déclaration officielle. On est en plein dedans, et donc c'est pour l'instant un enfer. Je me rappelle de cette anecdote avec notre ancien député pro-crypto, Pierre Persson, qui était à l'époque du dernier mandat à l'Assemblée nationale, qui demandait justement à avoir plus de facilité à dépenser ses crypto-actifs ou crypto-monnaies avec une carte bancaire, et donc ne pas avoir à chaque fois à imaginer ça comme une session. Et l'Assemblée avait balayé d'un revers de main ce sujet-là. C'est un vrai sujet écosystémique. Mais si à chaque fois il faut imaginer que quand j'achète 1 €, ma baguette, c'est une cession, un cryptoactif de laquelle je dois comprendre quelle est ma plus-value sur mon portefeuille global pour pouvoir payer 30% dessus et les justifier aux impôts, bon courage pour nos amis qui vont dépenser et aussi pour les amis des impôts. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on est sur une barrière aussi logicielle, fiscale, parce qu'après, ça oblige Ledger ou tout autre acteur à mettre en place
Au moins un calcul automatique, parce qu'en effet, si c'est un calcul manuel, on n'a Oui, pas effectivement. fini. Et pour le coup, il y a de plus en plus d'entreprises. Pierre Morisot avec l'entreprise Waltio qui permet de justement synthétiser un petit peu toutes ces opérations. Mais voilà, en fait, la subtilité étant que fiscalement, sur des pays, ce sera très intéressant. Peut-être qu'en France, pour l'instant, avec ce plus-value à 30% et ce calcul faramineux, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire que de dépenser pour 1 euro ces crypto-monnaies, même si c'est une solution technique extrêmement intéressante. Tu as un super t-shirt crypto.com. C'était des plateformes comme celle-ci. Son siège social en France. Exactement. Et bien, crypto.com, Binance et tous les autres échanges avaient aussi fait ce choix. Là, c'est important que ça soit Ledger parce que c'est lié à un portefeuille physique, une clé et donc, comme tu l'as dit, un cold storage, donc un stockage froid et donc plus sécurisé. Juste pour compléter, Étienne, quand vous payez votre commerçant, il reçoit de l'euro. C'est-à-dire même si vous le payez en Bitcoin, ce que moi je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, il reçoit de l'euro. Donc c'est Ledger via Visa, via la blockchain Ethereum qui fera le swap et la conversion. Et ça, c'est important, parce que sinon, personne ne la prendrait. Je ne pense pas que votre boulanger va accepter. On ne paye pas en Bitcoin, même si on voulait dépenser ses Bitcoins, même si vous payez en Bitcoin, vous dépensez vos Bitcoins, ils sont convertis en euros pour le commerçant, pour le moment. Pour le moment, et ça sera à suivre. Merci beaucoup, Carl Toussaint Duvaz, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, cofondateur de netinvestissement.fr, et puis Valentin Demey également, directeur des contenus de Cryptos. Merci en tout début d'émission. On était avec Laurent Pignot.